Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous ce matin pour cette nouvelle séance des contrepoints de la santé que nous vous proposons ce matin aussi avec Philippe Leduc et Renaud Degas et Françoise Millet. Je salue tout particulièrement nos amis journalistes qui sont ici ce matin à l'Opéra Restaurant de Paris. Alors, cette rencontre, vous allez le voir de ce matin, est à la fois une question de fond, enfin, nous traiterons de sujets de fond, mais c'est aussi, évidemment, comme toujours, des questions d'actualité, puisque nous allons évoquer le numérique et la santé, et nous suivrons en partie, pas à pas, un dernier rapport qui a été remis il y a quelques mois par notre invité, un de nos invités, Dominique Pon. Ce rapport a été écrit par vous en particulier, et nous avons voulu, avec l'aide de deux acteurs engagés, Magali Léo et Antoine Redley, que nous allons vous présenter avec Philippe, nous avons voulu étudier, aller pas à pas, aborder ce sujet du numérique en santé à partir de vos conclusions. Le sujet est important puisqu'il porte en lui des mécanismes de changement et d'innovation, d'amélioration espérée ou supposée de l'organisation en général. Dans votre rapport, Dominique Pon, on va commencer comme ça. Vous dites, sur le diagnostic que vous faites, que l'usager est oublié, l'offre professionnelle est morcelée, les outils sont inexistants, la stratégie peu lisible, la gouvernance mal structurée. Waouh, vous n'êtes pas tendre dans le diagnostic, vous y allez fort. Vous nous direz si vous êtes plus doué pour nous engager notre pays et le système de santé dans les remèdes, dans le traitement. Vous êtes le responsable de la task force numérique. C'est une mission que vous a confiée la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Et Dominique Pon, vous êtes aussi dans la vie où vous l'étiez directeur, vous allez nous dire si vous le restez, directeur de clinique à Toulouse. Vous avez été membre fondateur de Santé Cité. Magali Léo, merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable du plaidoyer de Redalou. C'est une grande association, vous en reparlerez j'imagine. Et puis Antoine Redley, qui nous est assez fidèle, on le voit toujours avec plaisir. Antoine Redley est le président de l'ISNI. Philippe nous l'a dit, hashtag contrepoint santé. Et puis nous remercions très chaleureusement nos partenaires. Alors évidemment, Carte Blanche, nous saluons nos amis de Carte Blanche, BVA, le groupe Pasteur Mutualité, le président est avec nous, MSD, Point Vision, le président est avec nous, et puis nos amis de CARE, merci d'être avec nous. Philippe, la première question. Merci Pascal, bonjour Dominique Pon, bonjour Antoine Redley, bonjour Magali Léo. En effet, votre rapport Dominique Pon a été présenté en septembre dernier et est très sévère. Sur la situation de numérique en France, vous déroulez les insuffisances, Pascal les a rappelées, et dans la foulée, vous faites des propositions, ce qui vous a valu l'honneur et la charge de devoir maintenant les mettre en œuvre. Alors on va voir tout le débat maintenant, comment vous allez mettre tout ça en œuvre. Alors, on va commencer par l'espace numérique santé, qui concerne le patient, mais pas que, parce que, et pour vous, c'est la mesure ou la solution un peu emblématique et le levier pour justement faire cette transition numérique et faire en sorte que le système de santé bénéficie de toutes les possibilités du numérique. Alors vous allez nous en parler et nous décrire comment vous pensez devoir mettre cet espace numérique santé. Espace numérique santé qui a été cité le 18 septembre par le président de la République comme une mesure tout à fait emblématique de Ma Santé 2022. Donc manifestement, c'est très important. Quand on lit votre rapport, on se dit, bon, c'est magique, c'est formidable, mais quand on voit le DMP qui certes marche, et on le verra dans le sondage qu'a dit le Pexoto BVA, les Français sont plutôt pour, mais les médecins n'y adhèrent pas. Donc on voit bien déjà pointer les difficultés. Est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux tout ça ? Alors j'espère que c'est pas trop ambitieux. Ma croyance profonde
depuis une vingtaine d'années que je suis sur le terrain, dans le numérique, au contact des startups que j'ai moi-même créées, au contact des professionnels de santé que j'essaye d'aider du mieux que je peux, au contact de mes patients que j'essaye d'aider du mieux que je peux au travers d'outils numériques. Ma croyance profonde, c'est que ça fait 20 ans, en gros, qu'on navigue perpétuellement entre le fantasme et la frustration. C'est-à-dire on fantasme une solution ou un homme providentiel ou une femme providentielle qui va résoudre tous les problèmes du numérique en santé en France. Et puis ensuite, confronté à la réalité terrain, on n'y arrive pas et donc ça génère de la frustration, un découragement. Moi, ce que je crois profondément, c'est qu'on s'en sortira par un mouvement collectif. Il n'y aura pas un grand soir de l'e-santé. C'est un mouvement collectif, fédéré, au travers des professionnels de santé, au travers de l'implication des usagers, au travers de tout l'écosystème des éditeurs et des startups, pour ensemble construire une transformation, un virage, avec humilité, pragmatisme, pas à pas. Oui, comme vous dites, ça fait 20 ans, parce que Philippe Douste de Blazy, déjà, vous avez cité il y a 20 ans, en considérant que le dossier médical personnel partagé allait être la solution. Bon, on voit où on en est. Donc, ce mouvement collectif, peut-être on peut tout de suite demander à Antoine Redelet et puis à Magali Léo, est-ce que vous percevez ce mouvement collectif? Est-ce que vous pensez que c'est le bon moteur? Comment réellement avancer pour rattraper le retard et, comme on a dit, sortir de l'ornière? Mais est-ce qu'il y a d'abord tant de retard en réalité? Est-ce que le diagnostic que fait Dominique Pont, vous le faites aussi? C'est le côté positif de Pascal. Oui, je rappelle à Dominique Pont que son grand prédécesseur, enfin, que tu as cité, était toulousain comme lui. Voilà, c'est pour ça. Et puis je pense qu'également, je voulais dire aussi que vous êtes, c'est important sur ce sujet, vous êtes en fait directeur d'établissement, mais vous êtes en fait un ingénieur, comment dit-on, informatique. Alors, les acteurs, alors Magali Léo, alors vous qui connaissez bien la problématique des patients, d'implication des patients dans le numérique en santé, donc sur l'espace numérique santé, sur ce point de vue, l'information des patients, est-ce que ça peut réellement avancer quand on voit un peu les difficultés du DMP? L'espace numérique en santé, si j'ai bien compris et bien lu l'article 12 du projet de loi, c'est bien plus que le DMP. Donc effectivement, on doit verser, il est question de verser le DMP dans cet espace, mais ça va bien au-delà. C'est aussi offrir aux usagers un bouquet de services, des applis certifiées, labellisées, un portail d'information. Effectivement, le DMP, je crois, Dominique, que vous prévoyez également dans votre rapport de diffuser de l'information urgente, personnalisée aux patients, ce qui, de mémoire, n'a pas été retenu dans la loi. Mais enfin bon, c'est bien autre chose que le DMP, ça va bien au-delà. Donc nous, on y est complètement favorable. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Renalou est membre de France Asso Santé. France Asso Santé est favorable à une logique d'opt-in, c'est-à-dire pouvoir créer dès la naissance un espace numérique en santé ainsi que son DMP. Dès la naissance. Mais est-ce qu'on n'est pas dans vous êtes d'accord, c'est formidable ce que vous proposez, c'est clair, mais la question, vous l'avez dit, est-ce qu'on n'est pas dans le fantasme? Comment faire pour avancer réellement? Alors, Magali, oui, après Antoine Redelet. Et puis après vous, évidemment. Du point de vue des usagers, peut-être une précision des patients notamment. Les patients sont prêts. Enfin, on le voit par exemple sur les niveaux, on en reparlera, mais sur les taux d'ouverture de DMP, ça fonctionne. Les patients adhèrent, on voit, tous les sondages montrent qu'ils y sont favorables, même si c'est lent, ils y sont favorables. On voit aussi que les patients, ils sont nombreux à s'être eux-mêmes emparés des outils numériques. Enfin, je veux dire, on n'a pas attendu le DMP pour favoriser l'échange d'expériences sur Internet des patients, la montée en charge des blogs, des forums de discussion, des associations de patients également qui sont engagées sur le développement de solutions numériques, de plateformes observationnelles numériques. Donc, alors Magali Léo, donc on a compris, vous êtes prêts, enfin peut-être une partie des patients. Alors les médecins, pas du tout. Pour caricaturer un peu. Alors, on prend le DMP non pas parce qu'il n'y aura que le DMP dans l'espace numérique santé, mais parce que c'est emblématique. Les patients y adhèrent, 4 millions d'ouverts. Dans le sondage, on voit que 77% des patients ont entendu parler du DMP, 26 disent en avoir ouvert un, toujours dans notre sondage, qui fait plus que 4 millions, donc les Français sont optimistes. Mais les professionnels que vous représentez ici, Antoine Redelet, vous êtes président de l'ISNI, manifestement n'adhèrent pas. Alors oui, effectivement, c'est compliqué. Enfin, dans un premier temps, je souhaitais quand même remercier M. Dominique Pont pour son rapport qui vraiment, qui pointe un certain nombre de points avec lesquels nous sommes tout à fait d'accord.
Le problème, c'est que pour nous, c'est un peu une voiture qui va un peu trop vite et qui risque de passer par derrière la barrière de sécurité, parce que là, actuellement, la couverture numérique en France ne permet pas l'application de tous ces outils partout, alors que c'est dans les zones où il n'y a pas de numérique actuellement que ces outils pourraient être le plus utilisés et auraient le plus d'utilité. Et les professionnels, et alors, les professionnels les médecins de santé, surtout, déjà, ils ont du mal avec le DMP. C'est dit par tous les professionnels de santé. Ils n'y adhèrent toujours pas. Ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas été formés. Il faut savoir quand même que là, actuellement, la majorité des professionnels de santé ont une moyenne d'âge qui est au-dessus de 55 ans et qui n'ont pas forcément été éduqués et élevés. C'est des jeunes, quoi, c'est ça que vous voulez dire. Hein. Les jeunes sont plus... les générations en dessous de 40 ans pourront peut-être plus facilement utiliser ces outils avec lesquels ils ont grandi, plutôt que les générations qui ont au-dessus de 55 ans, au-dessus de 60 ans, qui, elles, pour le coup, représentent un certain nombre de médecins actuellement, parce qu'on n'a pas formé suffisamment, et donc du coup, on a une population de médecins qui est très vieillissante, et du coup, qui n'ont pas été formés, qui ne sont pas habitués à utiliser ces Alors, outils. Dominique, on voit bien les patients sont partants, les professionnels ont du mal, on va le dire comme ça. Alors, comment faire quel levier pour avancer réellement depuis 20 ans quand même? Moi, je les comprends, les professionnels qui aient du mal. Franchement, les outils ne sont pas bien interopérables entre eux. C'est très compliqué pour un professionnel de santé de naviguer de son logiciel, de son cabinet, à un outil de plateforme de coordination régionale, au DMP, à une messagerie de santé, etc. C'est très compliqué. Moi, il me semble que par rapport à ça, ce qui est essentiel, et ça a été une des propositions qu'on a fait dans le rapport avec Anne-Laure Coury, c'est de dire ces services numériques, il faut les présenter aux professionnels de santé sous une forme simple et accessible qu'on appelait le bouquet de services. Et cette vision-là, qui est une logique d'État-plateforme qu'on propose aux professionnels de santé dans le cadre d'un bouquet de services numériques, c'est la même chose côté espace numérique de santé pour le citoyen. Nous, il nous semble que la bonne façon de dynamiser, d'accélérer le virage numérique, c'est de bénéficier des énergies de tout le monde dans une logique d'État-plateforme où les services numériques sont proposés de façon unique, accessible, simple pour que le professionnel de santé puisse se les approprier concrètement et de façon, on va dire, ergonomique. Il me semble que le gros manque pour travailler dans une clinique qui appartient à 170 médecins, donc je sais bien ce que c'est que la difficulté des médecins d'accéder aux outils numériques, c'est la simplicité, parce qu'eux, ils ne veulent pas avoir 5 outils différents, ils veulent travailler de façon simple, pragmatique, gagner du temps. Et c'est ce côté-là qu'il faut qu'on travaille collectivement. Et notre vision, c'est que c'est faisable au travers de plateformes numériques qui sont organisées un petit peu comme les stores, sur la PP Store. Vous allez sélectionner une application, mais vous restez dans un environnement qui est toujours le même. Dominique Pont, comment vous pouvez, en quelques minutes ici devant nous expliquer pédagogiquement ce qu'est cet espace numérique de santé? Parce qu'en fait, on a un peu l'impression, je crois, après l'introduction de Philippe, que c'est une forme de 5e élément. Vous n'êtes pas le premier à faire ce diagnostic dans le fond, mais expliquez-nous à peu près, de manière pédagogique, ce qu'il va y avoir, enfin, le sens de vos propositions, et plutôt le détail de vos propositions. Vous pouvez le faire, ça? Oui, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas encore lu votre Oui, parce que le rapport est effectivement, quand on le lit, quand un journaliste le lit, effectivement, peut-être comme d'ailleurs un responsable syndical, on est assez séduit, mais après, il faut voir comment ça va marcher dans le détail. En fait, ce à quoi je ne crois pas du tout, c'est que quelqu'un, un privé, un institutionnel, les pouvoirs publics vont développer l'outil miracle qui va répondre à tous les besoins de tous les usages des professionnels de santé d'un côté et des usagers de l'autre. Je n'y crois pas. Ce à quoi je crois, c'est que si on veut avoir quelque chose de cohérent en matière de numérique en santé, il faut une plateforme qui reçoive de façon cohérente des services numériques, donc des logiciels numériques développés par l'ensemble des acteurs de l'écosystème dans un environnement qui soit un environnement unique. En gros, pour l'illustrer de façon très concrète, quand sur votre téléphone, vous allez dans un store, dans le magasin numérique, vous allez vous chercher une application, on vous dit, est-ce que vous voulez le synchroniser avec votre messagerie, avec votre agenda? Est-ce que vous voulez pouvoir utiliser ce logiciel-là dans votre téléphone? Moi, ce que je crois, c'est que ça, c'est le bon modèle de l'État-plateforme, c'est-à-dire une sorte de magasin numérique dans lequel les startups, les éditeurs, les professionnels de santé, les associations de patients qui développent des services numériques pourraient dire ce service, on le labellise et il est dans le store garanti en termes d'éthique par les pouvoirs publics. Et cette façon de fabriquer du logiciel, c'est la façon d'aujourd'hui. Et c'est cette façon-là qui va nous permettre de démultiplier les effets de levier. Et comment vous stratifiez les offres? Parce que vous le dites dans le rapport.
Vous voulez revenir là-dessus? Il y a des offres plus importantes que d'autres, des applis, etc. Et puis il y a des choses qui sont homologuées, d'autres qui ne le sont pas. Enfin, c'est un peu compliqué à comprendre. En fait, quand vous publiez une application sur un store, l'App Store, le store de Google, en fait, vous proposez un service numérique qui ensuite est scanné en termes techniques et en termes éthiques. Moi, j'imagine exactement la même chose. Une start-up qui veut proposer un outil de prévention autour des maladies cardiovasculaires, s'il veut être référencé pour que ça soit simplement accessible par des professionnels d'une part ou par des usagers d'autre part, il doit répondre à un certain nombre de critères, des critères éthiques, d'engagement éthique, de service médical rendu, mais aussi des critères techniques pour que ça soit facile d'accès pour l'usager ou pour le professionnel de santé. Quel est le rôle de l'État là-dedans? C'est Google, vous avez dit Google, c'est Google qui va faire ça? Justement, moi ce que je crois, c'est qu'en France, il faut absolument éviter que ça termine chez les GAFA, et donc il faut absolument que les pouvoirs publics construisent cette plateforme et garantissent l'éthique. Si on n'arrive pas à faire ça, si on laisse le système de numérique en santé se fragmenter, on finira chez les GAFA, et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Dominique, qui va référencer? Il y aura du public et du privé. Qui va référencer? Moi, ce que je crois, c'est qu'en matière d'éthique, j'ai quand même plus confiance dans l'État français pour garantir l'éthique d'une application numérique que chez un GAFA. C'est une nouvelle agence ou c'est le ministère de la Santé? Moi, je pense que ça sera au niveau d'une gouvernance qu'il faudra définir au niveau national qui garantira cette éthique-là. Une fois que le service il est labellisé, référencé, à partir de là, il est accessible simplement comme on le ferait pour télécharger une application sur son téléphone. Quel calendrier vous prévoyez? L'objectif, c'est de proposer cette plateforme pour le 1er janvier 2022. 22. Oui, c'est pas tout à fait, c'est pas demain, quoi. C'est la fin du quinquennat. Vous serez prêt? On fera tout pour être prêt. Est-ce que ça vous paraît correspondre aux besoins? Oui, moi je pense que oui. Alors après, attention, il y a des limites. On l'a vu dans le dernier rapport, enfin dans un récent rapport du Défenseur des droits, on voit que la fracture numérique, elle existe, elle est réelle en France. Elle porte à la fois sur l'accès aux équipements et à la connexion, mais aussi sur la capacité des uns et des autres à s'approprier et à tirer pleinement parti des nouvelles technologies et des services Internet. Donc je pense qu'il faut quand même avoir une attention particulière à ce niveau-là. 12% voilà, d'usagers qui sont très en retrait par rapport à ces développements numériques, c'est pas rien. Donc oui pour l'espace numérique en santé. Attention, mais d'ailleurs ce constat sur la fracture numérique, je pense qu'il est rappelé très souvent à tous les organismes publics qui veulent dématérialiser les services, en fait, notamment à l'assurance maladie, qui est dans cette logique-là de dématérialisation intense de tous ces processus. Donc attention à cela. Après, pour répondre précisément à votre question, oui, sans doute, ce store il répondra à un besoin parce qu'on a besoin de s'y repérer, on a besoin de savoir ce qui a de l'intérêt, de faire le tri entre les applis qui présentent effectivement un service et les autres. Et qui c'est qui va décider ce tri? Est-ce que c'est la puissance publique? C'est vous? C'est la question. C'est la question, effectivement. Moi, je suis assez sensible à l'idée d'une gouvernance partagée dans laquelle les usagers et les représentants d'usagers auront une place. On ne peut pas être plus libéral au sens laisser les offres faire. Je ne crois pas que ce soit le souhait introduire les GAFA dans l'espace numérique santé. On va poser des questions sur les intérêts financiers, mais ça, j'ai ma question là. Peut-être un point sur ce qu'attendent vraiment les Français. Je fais vite, mais oui au numérique, oui à la dématérialisation, c'est dans l'air du temps. Ce serait de toute manière absurde d'être contre cela. En revanche, quand on écoute les patients, quand on les interroge sur ce qu'ils attendent vraiment en termes d'amélioration de notre système de santé, les attentes, elles portent surtout sur l'humanisation des soins. Et du coup, c'est difficile parce que quand on met le développement numérique, que tout le monde appelle de ses voeux, et le besoin pressant d'humaniser les soins, d'ailleurs il n'y a pas que les usagers, mais il y a également les professionnels de santé qui sont en quête de sens, on le sait, et donc il y a un vrai besoin d'humanisation des soins. Donc je pense qu'il y a sans doute un vrai travail philosophique d'équilibre entre le besoin prioritaire d'humanisation des soins et le besoin d'utiliser des nouvelles technologies, mais des nouvelles technologies qui ne sont que des technologies, que des outils à notre service. On n'est pas au service de la technologie. On a bien vu, il y a l'espace numérique santé, et puis il y a le bouquet de services pour les professionnels. Tout est lié, bien évidemment, parce que tout est dans l'interaction. Mais vous le dites dans votre rapport, il n'y a pas les services de base. Enfin, il n'y a pas le début du commencement de quelque chose de cohérent, d'interopérable. Votre rapport est très, très sévère. Donc, au niveau des bouquets de services pour les professionnels, Antoine Rodelet,
vous avez des difficultés parce qu'il n'y a pas grand-chose. Enfin, vous ne pouvez pas communiquer avec la pharmacie, avec l'hôpital voisin, etc. Sur le trajectoire, vous m'en parliez, pour placer des gens dans les services de SSR, ça ne marche pas. Donc il y a des gros problèmes, dites-le. Et puis, comment vous allez réussir à créer ces services de base et ce bouquet de services pour les professionnels? Là encore, on est obligé de reprendre l'exemple du DMP, qui aujourd'hui n'est pas encore une réussite pour les professionnels de santé. On veut avoir quand même votre diagnostic, Dominique Quepon, sur le DMP. Hein. Exactement. Alors, comment ça va s'imbriquer tout ça? Alors je pense déjà pour rebondir sur l'humanisation des soins, je pense que la simplification au niveau des outils permettra de donner du temps aux soignants et d'avoir un peu plus de temps pour l'humain plutôt que du temps d'écran. Parce que là actuellement avec la multiplication de ces applications, la multiplication de ces outils, le médecin perd énormément de temps et du coup c'est du temps qu'il a en moins pour aller voir le patient et lui expliquer certaines choses. Au niveau des outils, ça me semble être quand même un peu un programme très ambitieux, Monsieur Pont. Je pense que là, actuellement, c'est presque un programme de pays riches et qu'actuellement, la santé en France, même si on y accorde beaucoup de notre PIB, malheureusement, on n'a pas forcément les moyens de se permettre un tel programme. Quand on voit qu'à l'hôpital, on a déjà du mal à ce qu'il y ait un ordinateur pour chaque interne, que dans les régions, chez les libéraux aussi, pareil, quand un interne va faire son stage, il doit se battre avec le praticien pour avoir accès à un ordinateur pour 2 voire 3 praticiens. J'ai du mal à voir comment vous pensez que du coup tout ce bouquet de services, rien que l'interne qui est en formation et qui du coup sera amené après à travailler avec ces services, il pourra vraiment s'approprier vraiment tous ces outils. Il y a 2 choses, il y a les services de base et puis il y a le bouquet de services. Expliquez-nous comment vous voyez la montée en charge de tout ça. En fait, jusqu'à présent, le dogme depuis 20 ans en matière de lien entre les différents logiciels des professionnels de santé, c'était de dire qu'il y a un référentiel technique d'échange de données entre les logiciels qu'on appelle un référentiel d'interopérabilité que tout le monde doit respecter, mais dans les faits, personne ne le respecte. Pourquoi? C'est parce que c'est complexe, parce que l'offre numérique est très fragmentée, tout le monde n'a pas les moyens de développer ça. Ma vision des choses, je ne dis pas que j'ai raison, mais en tout cas c'est ma croyance profonde issue de 20 ans d'expérience sur le terrain, c'est qu'il faut être humble, pragmatique en disant « Ok, il y a un niveau d'exigence technique trop compliqué, soyons humbles, redescendons d'un cran, proposons un principe d'interfaçage des logiciels simple, pas coûteux pour les startups, et commençons par ça. Par contre, sur cet objectif-là, soyons très volontaristes. Concrètement, moi je vais vous citer plein d'exemples dans des tout petits hôpitaux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont fait, on va dire, de l'interfaçage simple, de premier niveau, où il n'y a pas d'échange de données très sophistiqué, où juste dans un logiciel d'un médecin dans son cabinet, il y a une petite icône où on peut cliquer et on tombe sur le dossier régional de cancérologie. Où on clique sur une autre icône et on tombe sur le réseau de diabétologie. Cet interfaçage simple, qui n'est pas le Graal de l'interfaçage parfait de tous les logiciels, cette humilité-là et ce pragmatisme-là, c'est ça qu'il faut qu'on appelle tous de nos voeux, en acceptant, et c'est un peu compliqué quand on est français, de dire soyons humbles, c'est pas le Graal, c'est pas l'aboutissement ultime d'un interfaçage parfait de tous les logiciels, mais commençons déjà par cette étape-là. Mais vous en êtes où de cette étape alors? Et cette étape-là, partout dans les régions, il y a des gens qui sont en train de travailler là-dessus. Je peux vous citer des centaines d'exemples de gens qui ont réussi avec peu de moyens à créer ce type d'interfaçage. Et nous, ce qu'on propose, c'est de dire, plutôt que de le faire de façon disparate, définissons un principe commun et tous les fournisseurs de services, ils seront dans ce même cadre pour proposer des services aux professionnels. Et ce principe commun, vous en êtes où de la définition? C'est ça qu'on voudrait comprendre, c'est le calendrier, les différentes étapes. En gros, tout ce principe-là, cette doctrine-là, d'ici la fin de l'année, brique à brique, de façon très concrète, comment on s'identifie, comment on s'authentifie, comment on fait communiquer des logiciels entre eux, tout ça, d'ici la fin de l'année, on veut édicter une doctrine qui sera le document de référence de la politique du numérique en santé pour tous les acteurs. Et elle sera appliquée, celle-là? Bonne question. En tout cas, ce à quoi je crois, franchement, c'est qu'on est tout le temps dans une sorte à la française d'autodénigrement,
de sarcasme, de scepticisme, de cynisme, etc. Moi, je crois qu'il faut retrouver une vision positive, humble, pragmatique, comme si on faisait une marche en montagne. Ça ne sera pas une course de sprint, le numérique. Ça sera, on franchit une première étape, soyons contents déjà collectivement de l'avoir tous franchi. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a un alignement de planètes qui n'est pas de mon fait d'ailleurs, qui n'est pas de notre fait. Et les nouvelles technologies aussi. Les nouvelles technologies, mais aussi les acteurs de terrain qui maintenant en ont marre que ça n'avance pas et qui ont envie d'avancer collectivement Vous dans n'êtes un pas principe trop commun. idéaliste, vous. Pardon ? Vous n'êtes pas idéaliste. Ça fait 20 ans que je suis sur le terrain, on ne peut pas me targuer d'être un utopiste. Je suis un directeur d'établissement, un informaticien, j'ai développé des Non, choses. vous êtes toulousain, donc. Toulousain positif, mais pas utopique. Et franchement, vous avez des centaines d'acteurs sur le terrain qui, si un cadre précis est donné et relativement pérenne dans le temps, c'est eux-mêmes qui créeront la valeur. Dominique Pont, c'est quel investissement? Est-ce qu'on peut dire ça? Il faut qu'on parle d'investissement et quand même de gouvernance, puisque nous ne sommes pas On va y arriver idéalistes. plus tard, la Oui, gouvernance. mais investissement, je fais l'espace santé numérique. C'est pour l'État, c'est quel investissement, à votre avis? Quelques dizaines de millions d'euros, pas plus. Voilà. Je pense sincèrement que la valeur ajoutée, c'est pas tellement que l'État va développer l'ensemble des services numériques, c'est justement de créer une plateforme comme une sorte de magasin dans lequel les autres acteurs, tous les acteurs, les startups, les éditeurs, les hôpitaux, ils puissent eux-mêmes, pour le travail qu'ils ont fait pour créer des outils numériques, le mettre dedans, le ranger dedans, comme dans une bibliothèque, comme dans un magasin. Et le Ce qui fait DMEP, que la brique DMEP, comment ça s'intègre ça sera dans votre une des système? briques fondamentales de cet espace numérique. de santé. Quel est votre regard à la question de Pascal sur le DMP? Parce que les Français y adhèrent, les professionnels moins n'ont pas le temps de faire ce volet de synthèse, ce qui fait que le DMP est encore un peu vide, indépendamment des historiques de remboursement. Aujourd'hui, c'est quoi votre regard? En fait, Soyez sévère comme dans votre rapport. Enfin, dans le rapport là où je suis sévère, c'est sur notre immaturité face au pragmatisme et à l'humilité de construire les choses brique à brique. Le DMP, c'est une brique fondamentale au niveau national. Certes, aujourd'hui, il n'y a pas tous les usages parce que tant qu'il n'y a pas de données dedans, il n'y a pas d'usage, mais c'est une histoire de poule et de l'œuf. Donc si on a une vision citoyenne solidaire et qu'on a envie collectivement de faire progresser le numérique en santé en France, il faut que tout le monde se fédère pour aller mettre des données dans le DMP. Une fois que le DMP collectera beaucoup de données, ça deviendra une brique indispensable et tout le monde volera au secours de la victoire en disant c'est fantastique ce projet. Mais il y a une étape et c'est compliqué et je l'entends et tous les informaticiens du monde vous diront que ces phases-là sont compliquées parce qu'il faut convaincre les gens de jouer le jeu avant qu'ils en perçoivent l'usage. Mais si collectivement on fait tout ça, ça sera une brique fondamentale et des parcours de soins et des services proposés aux usagers. Et cette mobilisation collective, moi je pense qu'on peut l'induire, la provoquer, la stimuler dans un cadre de valeurs et si les pouvoirs publics garantissent l'éthique. C'est pour ça que je crois à l'État plateforme, c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas qu'on tombe chez les GAFA, mais je crois aussi que dans une logique d'État plateforme, les pouvoirs publics ne doivent pas tout développer, ils doivent développer le contenant. Mais si les GAFA viennent sur la plateforme, alors comment relier la plateforme, l'État et les GAFA? Comment vous voyez ça? Il faut complètement les liens écarter ou... Moi je crois, franchement... Il faut les taxer comme M. le maire moi ce que je crois, c'est qu'on intellectualise beaucoup entre une espèce de mi-chemin entre la fascination pour tout ce que permet le numérique, des modèles GAFA, libéraux, libertaires, et à la fois on est effrayé. On intellectualise, on critique, on réfléchit à ça, mais on fait peu. Pour moi, il y a vraiment la place en France, de façon humble, de créer, avec notre éthique, avec une vision humaniste des choses, des plateformes numériques, parce que c'est accessible techniquement, en n'ayant pas le fantasme qu'on va refaire Google ou qu'on va refaire Facebook ou ces grands logiciels. Mais par contre, un magasin numérique ouvert à nos startups, dans un cadre éthique, avec des associations de patients qui évaluent les outils mis à disposition, c'est ça le modèle en France. C'est une vision humaniste du numérique, humble, pragmatique, mais ouverte, dans cette logique d'État plateforme. Et c'est le marché et l'usage qui tranchera. Et puis, par exemple, les usagers qui jugent les logiciels, qui disent qu'il y a peu de valeur ajoutée, donc c'est quelque chose qui fonctionne. Donc on le sort du magasin. Et les professionnels de santé qui disent... Non, mais il tombe de lui-même. Il tombe de lui-même. Les professionnels de santé qui disent cet outil, il est fantastique, celui-là, il manque encore, il n'est pas ergonomique. Ben voilà. Et c'est comme ça que je vois les choses. Dominique Pont, juste avant qu'on passe... Oui, au sondage. Oui, juste avant. On s'inspire, vous inspirez de modèles étrangers dans les pays comparables, ou alors c'est vous, le petit poussé, Astérix, qui fait toujours mieux que les autres? Je vais vous raconter une petite anecdote. Allez-y. En plein milieu de la mission qu'on avait menée avec Anne-Laure Coury au printemps pour organiser la consultation nationale en vue de faire des propositions de transformation numérique, le père
du directeur informatique de ma clinique avec qui j'ai construit mon établissement, tous les logiciels, le dossier patient informatisé. Donc moi, je suis très très fier de ma clinique 3.0. J'en suis très très fier. Le père de cet informaticien venant de Bilbao en Espagne, 75 ans, passe ses vacances à Toulouse. Il décompense, il a une sclérose en plaques. Il est hospitalisé en urgence dans mon établissement. Et ce monsieur de 75 ans arrive avec son smartphone, il me dit ben voilà mes antécédents médicaux, mes allergies, l'histoire de ma maladie, voilà mon pilulier virtuel, voilà mon appli diabète que j'ai téléchargé, je vous donne un code pour que vous ayez accès pendant mon dossier pendant 48 heures pour me soigner. J'avais honte. Mais vous n'êtes pas médecin? Non, mais il me l'a montré parce que c'était le père de l'informaticien. Et je lui ai dit, mais j'avais honte parce que ça veut dire même dans mon établissement, je ne suis pas capable. Et en France, on n'a pas ça. Donc je me dis, ça vient de Bilbao en Espagne. En France, il faut qu'on soit capable de faire ça. Sauf que, en France, on adore intellectualiser, mais on fait peu. Et eux, ils ont commencé par des petites briques simples, et puis un pas après l'autre, ils ont construit progressivement leur outil. Pour moi, la sagesse, c'est d'avoir l'humilité d'y aller pas à pas et de fédérer l'ensemble des énergies. Alors, qu'en pensent les Français? Ouais, Sondage. une grande intellectuelle va vous le dire, mais elle est humble aussi. Odile, elle est charmante et humble. Odile Peixoto, donc comme chaque mois, on fait un sondage sur le sentiment des Français sur le sujet qu'on traite. On vous écoute. Alors d'abord, je suis ravie de voir l'énergie toulousaine. Attendez, la vérité, c'est qu'elle est toulousaine aussi. Hein. On n'est pas dû. Qui amène un vent d'optimisme. Et si tout le monde monte en énergie sur tous ces sujets-là, on peut avancer un petit peu également. Alors déjà, la petite question de conjoncture politique. Est-ce que la politique du gouvernement va dans le bon sens en matière de santé? Vous savez qu'on suit ça à chaque contrepoint. Alors ça remonte, on est à 37%. C'est quand même faiblard puisqu'on est quand même loin de la première mesure où on était à 43 en décembre 2017. Mais on est quand même mieux que fin 2018. Alors, en ce qui concerne le numérique en santé, évidemment, on n'est pas allé très très loin dans nos questions parce que c'est compliqué de résumer en quelques questions simples ces sujets qui sont assez complexes. La première question, c'était une question toute simple. Le numérique vous paraît-il un atout important pour améliorer le système de santé? Et là, on a 67% qui répondent oui, mais seulement 15% tout à fait. Ce qui va en concordance avec ce qu'on mesure depuis toujours dans nos petits sondages des contrepoints, c'est-à-dire que pour les Français, le numérique en santé, c'est juste une évidence. Ils utilisent le numérique pour tout un tas d'autres choses, avec des systèmes très perfectionnés dans leur vie de tous les jours. Et même, ils ne comprennent pas pourquoi on en est là en matière de santé. Donc, c'est un must-have. C'est-à-dire, pour eux, ce n'est pas un levier. Ils ne vont pas trouver que c'est pas ça qu'ils attendent, on le sait. Ils attendent de la proximité de soins, ils attendent de l'humanisation de soins, ils attendent un meilleur accès aux soins. Et ils pensent qu'effectivement, en toute logique, le numérique peut y aider. Ça, c'est le premier point. La deuxième question, c'était, avez-vous entendu parler du dossier médical partagé? Le connaissez-vous ne serait-ce que de nom, le DMP? Et là, on a 77% de gens qui connaissent. On a même 88% chez les seniors, les 50 ans et plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, via d'autres enquêtes, mesuré cette évolution. Donc, vous aviez ce chiffre de simple notoriété en octobre 2018 de 24% et en janvier 2019 de 49%. Donc, on va dire que le premier étage de la fusée, c'est-à-dire la juste connaissance du service par les Français, est en train d'arriver à maturité. Donc, on va pouvoir passer à l'acte. Aujourd'hui, effectivement, vous avez 26% des Français qui déclarent l'avoir déjà ouvert. Il faut pas. Alors, ce chiffre est faux, puisque vous parlez d'humilité, j'en ai aussi, sur mes sondages. Donc, 26% des Français qui déclarent l'avoir ouvert, c'est faux, hein, parce qu'on est à 4 millions de Français. On devrait être à peu près à 10%. Comment vous interprétez ça? Alors, parce que ça veut dire que les Français... C'est une enquête en ligne. Non, mais les Français pensent l'avoir ouvert? Non. Sans l'avoir ouvert? C'est lié à le mode de recueil de ces enquêtes, ça se fait en ligne. Et donc, vous avez un biais, dès que vous touchez à des outils numériques, on est plutôt sur une population, justement, Madame parlait très justement de la fracture numérique, on est plutôt sur des gens qui sont du bon côté de la barrière côté numérique. Donc pour eux, il faut savoir aussi, ça on ne l'a pas mesuré dans ce sondage-là, mais on le sait par ailleurs, le premier frein pour ouvrir le DMP, c'est un frein technologique, c'est une barrière numérique. Donc c'est la fracture numérique dont parlait Madame. Donc forcément,
Parmi les gens qui sont à l'aise avec le numérique, ils répondent aux enquêtes. Et là, parmi les internautes, on a 26% effectivement, sans doute, d'internautes qui ont ouvert le DMP. Mais si on prend sur l'ensemble de la population, on n'est qu'à 10%. Néanmoins, il y a quand même une forte intention, puisqu'il y a 41% aussi qui déclarent vouloir l'ouvrir. Donc il n'y a aucune barrière, en fait, si ce n'est cette fracture numérique, le fait que pour un certain nombre de Français, il y a encore un frein avec ces outils. Mais sur l'intention, c'est un must-have, c'est l'évidence. Et l'espace numérique santé? Alors, l'espace numérique santé, on leur donnait une petite définition quand même, parce que ce n'était pas évident. On leur disait les pouvoirs publics prévoient la création d'un espace numérique de l'usager qui rassemblera un certain nombre d'informations, informations administratives, médicales, sites de référence, boutiques santé, etc. Est-ce qu'un espace de ce type vous intéresse? Alors, on a 57%, donc on va dire que c'est une note, on va dire qu'il y a un enthousiasme mesuré, et on n'a que 17% qui sont fortement, qui disent cet espace m'intéresse beaucoup. Donc ça aussi parce qu'ils ne voient pas très bien peut-être à quoi ça peut correspondre. Et aussi, il faut savoir que tous les gens qui sont sur Internet aujourd'hui vont énormément chercher d'informations santé. Les informations santé sont foison sur le net, et donc les internautes, ils vont picorer, ils font leur propre marché, il y a déjà beaucoup de choses disponibles. Voilà. Merci. Réaction, Antoine, Dominique Pont ou Magali Léo. Prenez votre micro. C'est mieux qu'un micro. Oui, c'est mieux avec un micro, en effet. Faut toujours être méfiant par rapport aux informations effectivement qui circulent sur Internet. On le voit, il y a énormément de fakes informations qui circulent. Je suis agréablement surpris des chiffres que vous annoncez, notamment au niveau des seniors qui utilisent qui ont connaissance du DMP. Je m'y attendais pas du tout, très honnêtement. C'est ceux qui sont plus malades. C'est ceux qui sont plus malades. Alors, ils sont le plus malades, ils sont aussi beaucoup plus sur amélie.fr, ces internautes-là. Et donc, sur amélie.fr, il y a beaucoup de relances, puisque c'est l'assurance maladie qui déploie le DMP. Donc voilà, il y a aussi, vous voyez, des biais de mise à disposition de l'information par celui-là. Antoine, les vieux ne sont pas complètement finis, quoi. Non, mais c'est juste qu'encore une fois, on utilise un outil avec lequel on est habitué. Encore une fois, l'outil, et je reprends, l'outil aura beau être le plus ergonomique du monde, aura beau être le plus beau du monde, si le professionnel, si le patient n'est pas habitué à l'utiliser, il ne l'utilisera jamais. Et c'est pour ça que je suis agréablement surpris, parce que là, c'est pas les personnes qui ont plus de 55 ans n'ont pas eu si on peut appeler ça une chance de vivre avec le numérique comme nous on le vit avec Dominique, est-ce que c'est une vision du passé, celle de notre jeune interne? Moi, je me sens proche d'Antoine. Hein. Oui, c'est bien ce que je dis. Dominique. En ce moment, il y a énormément d'initiatives de plein d'acteurs de santé en France, des mutuelles, des hôpitaux, des startups, des éditeurs qui commencent à proposer des services numériques de santé aux gens, aux citoyens, aux usagers. Ça s'ouvre partout. Partout dans les hôpitaux, on est en train d'ouvrir des portails numériques pour faire sa préadmission, pour accéder à des outils d'éducation thérapeutique en ligne, pour dire si ça va bien en post-opératoire. Donc ça, c'est en train de se développer partout. C'est pas la foire, ça? Alors justement, c'est pour ça que l'espace numérique de santé propose de coordonner ça et que pour le citoyen français, il ne soit pas perdu dans une jungle. Je vous donne un petit exemple pour rebondir sur la discussion de tout à l'heure. Dans mon établissement, on a ouvert, comme partout, comme ça se fait beaucoup, maintenant un portail pour nos propres patients. Quand on avait fait un sondage d'intérêt il y a 3 ans demandant est-ce que ça vous intéresserait d'avoir accès à votre dossier médical de l'établissement, faire votre préadmission en ligne, signer vos consentements éclairés, réfléchir avec nous, etc. On avait très peu d'enthousiasme a priori. Aujourd'hui, un patient sur 2 spontanément crée son espace numérique parmi nos patients, moyenne d'âge 68 ans. Et on ne peut pas dire dans la patientèle de la clinique Pasteur qui vient de l'Ariège, du Lot-et-Garonne, qu'on est dans le prototype classique du geek parisien, hein, d'accord ? Donc ça veut dire que les gens sont en attente de ça. Et dans les services qui plébiscitent, ils vous disent c'est fantastique, ma petite fille m'a aidé à créer mon espace numérique, j'ai réussi à faire ma préadmission, ça m'a évité de me déplacer. Mon aidant familial, pendant mon hospitalisation, était tenu au courant par les infirmières en ligne de si mon intervention se passait bien. Donc des services humains à valeur ajoutée, humaine, incarnés avec des professionnels de santé qui gardent cette vision humaine au travers des outils numériques, on peut le faire. Magali Léo, est-ce que vous ressentez cette fracture à l'âge plus que territoriale?
Pas tellement, non. En fait, la fracture à l'âge, elle se vérifie pas tellement. Les personnes, les seniors, on va dire, sont très connectés. On le voit, ils sont plutôt même plus connectés que certains jeunes actifs qui ont moins le temps. Donc, c'est pas tellement la fracture liée à l'âge qui est problématique. C'est pas une fracture générationnelle qui est problématique. C'est plutôt lié à des inégalités sociales, des inégalités aussi à s'approprier les outils, à être à l'aise avec ces informations. Moi, je voudrais revenir juste sur le sondage, si vous le permettez, parce que si je vous comprends bien, vous expliquez que finalement la réponse à la question portant sur le DMP ne donne pas un résultat significatif parce qu'il y a un biais dans l'échantillon lié au fait que le questionnaire a été administré en ligne. Du coup, enfin, on peut s'interroger sur l'ensemble des autres résultats, puisque finalement administrer un questionnaire en ligne sur le numérique, voilà, je me demande si ce biais ne se retrouve pas partout ailleurs. Réponse. Ben oui, après, si vous voulez, pour ces contrepoints, on a choisi depuis le début, et effectivement, là, on est sur un sujet où il y a un biais, il faut l'admettre. Hein, ça semble même, je serais tout à fait malhonnête de vous dire qu'il n'y en a pas. On le sait bien. D'ailleurs, quand on fait des enquêtes très sérieuses, on va dire très, très développées sur ces sujets-là, on passe encore par le téléphone pour justement avoir de la représentativité. Et c'est là que je vous dis, on a plutôt du 10% et non pas du 26% qui ont ouvert leur DMP. Ce que je voulais juste rajouter, au-delà du biais qui est effectivement, on peut se dire que tous les résultats, il faut peut-être les voir un petit peu en dessous de ce qui sont vraiment de ceux qui apparaissent dans le sondage. Sur ce qu'on disait à l'instant, nous, ce qu'on voit dans plein d'études, à la fois Cali et Canty, c'est que la santé est un vecteur d'éducation numérique pour les seniors. C'est-à-dire que ce n'est pas le numérique qui s'en foutent, les gens. Par contre, leur santé, non. Et quand ils ont des problèmes de santé, notamment toutes les personnes âgées ou seniors, voilà, c'est une motivation d'accès au numérique parce que là, vraiment, on leur propose des outils, ils y voient un intérêt, ils se font aider par la famille s'ils n'y arrivent pas. Mais du coup, ça leur met le pied à l'étrier et une fois qu'ils ont maîtrisé leur appli, ils s'en servent. Le voyage aussi, à mon avis, mais enfin bon. C'est pas pour diminuer ce que vous dites, mais le voyage aussi aide au numérique. Et Renaud, c'est les voyages santé. C'est pour les CSP+. Hein. Voilà, on va interroger Renaud Degas. Attends, non. Magali voulait rajouter un mot. Juste un mot, toujours sur le DMP. Encore une fois, pour moi, le défi, c'est pas tellement l'ouverture par les patients. Ça fonctionne bien, on le voit, le rythme de croisière est bon, on en est à 4,3 millions, c'est positif. Voilà, il y a encore du travail, mais les patients, enfin les usagers, ils sont favorables. Le problème, il est ailleurs. Le problème, il est du côté des professionnels de santé, des établissements de santé. Moi, je doute, j'ai entendu, ça fait sourire tout récemment, la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a lancé un jeu concours avec un smartphone à la clé pour inciter les patients à ouvrir un DMP. Le vrai incitatif pour les patients, c'est pas de gagner un smartphone, c'est qu'enfin le DMP, il tienne ses promesses et puis il joue son rôle, qu'il soit alimenté. Donc le vrai incitatif à l'ouverture, c'est que effectivement, les professionnels, les établissements de santé jouent le jeu et je pense que les freins, ils ne sont pas seulement technologiques, ils sont aussi très culturels, même si ça change. Je pense qu'il y a vraiment un accompagnement. L'assurance maladie doit accompagner absolument les professionnels de santé, les établissements de santé dans l'appropriation de cet outil si on veut qu'il marche. Pascal, avant de passer la parole à Renaud Degas, je vous propose, c'est le troisième temps, un peu après l'espace numérique santé, après le bouquet de services pour les professionnels de santé, c'est la gouvernance. Vous êtes très sévère avec la gouvernance et l'État, enfin, en quelque sorte. Qui fait quoi? Il n'y a pas de stratégie. Pourtant, la précédente ministre en avait fait une stratégie numérique en santé. Il y a la ZIP Santé, il y a la direction ministère de la Santé. On ne sait plus qui fait quoi. Pour caricaturer un peu ce que vous dites dans votre rapport, qu'est-ce que vous proposez comme gouvernance? À quel terme? Et est-ce que cette gouvernance satisfera les professionnels, les acteurs? Si tu permets, je reprends également le rapport de Dominique Pont. Vous proposez deux solutions, deux scénarios. Il peut peut-être répondre. Et en fait, lequel a été choisi? Il y en a un où c'est plus organisation, vraiment, votre propre fonction, et d'autres, vous n'êtes en fait qu'une mission de conseil. Expliquez-nous ça. Alors, quelle gouvernance à terme et à quel délai? Le sujet n'a pas encore été arbitré. Donc clairement, c'est dans les mains du cabinet et de la ministre. Qu'est-ce que vous aimeriez? Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand vous interrogez l'ensemble des acteurs qui sont un peu impliqués dans le numérique en santé, ils vous disent tous, on ne comprend pas bien comment fonctionne la gouvernance.
parce qu'il y a plein en fait, d'entités ASIP, D6, DGOS, CNAM, bon. Il y a beaucoup d'entités autour du numérique et il y a une articulation. Excusez-moi, il y a un site d'État d'information en santé, qu'est-ce qu'il devient? Exactement. Et au-delà de ça, il y a une articulation nationale, régionale. Donc pour moi, il y a deux sujets autour de la gouvernance. Il y a un sujet de qu'est-ce qu'on veut faire. Donc déjà, clarifier le quoi avant le comment, ça me paraît essentiel parce que définir précisément le quoi, on veut aller où en matière de numérique, quelle est notre politique, quelle est notre doctrine pour les 5 prochaines années. Ça, c'est votre mission. Mais pas de façon éthérée. C'est une première partie de notre mission avec Laura Letourneau, c'est de définir le quoi, mais ce n'est pas nous qui allons le définir. C'est on va mobiliser, parce que c'est notre façon de voir les choses, l'ensemble des acteurs pour aligner une feuille de route claire, brique à brique, de ce qu'on veut faire clairement. Pour la fin de l'année aussi. Exactement. Avant la fin de l'année, ça sortira. Ça sera la politique du numérique en santé en France. Ça me paraît essentiel. On ne peut pas parler de gouvernance ou de comment on va s'y prendre si on ne sait pas où on veut aller. Donc ça, c'est un premier point. C'est assez fragmenté, cette vision des choses. Donc il y aura probablement des arbitrages à mener. Mais en tout cas, il faut qu'on arrive à définir un quoi collectif. Premier point. Deuxième point, dans le comment. Dans le comment, ça fait partie aussi de notre mission, ce que nous a confié Agnès Buzyn, de réfléchir à la mise en place d'une gouvernance lisible et qui, pour moi, doit mériter un poids suffisant pour être capable d'aligner les différentes instances nationales et régionales et territoriales pour dire maintenant qu'on a défini le quoi, dans le comment, on s'aligne vraiment. Alors c'est qui ? Qui est quoi, comment? Oui, dans le rapport Poncouri, il y avait deux hypothèses. Il y avait une hypothèse de création d'une direction du numérique en santé. Ça nous a fait un peu rigoler, ça. Au ministère, très bien. Que vous faites. Elle existe déjà, oui. Alors, on peut débattre par rapport à ça. La vision d'une direction du numérique en santé, plus lourde, et une vision plus légère, type task force, donc plus dans la coordination. Ce sujet n'est pas encore arbitré par la ministre et par le cabinet. Donc, mais ça fait partie de notre mission de proposer une déclinaison très concrète de comment ça pourrait fonctionner, une gouvernance plus lisible, plus simple, plus compréhensible par rapport vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Qu'est-ce que vous pensez au fond? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je suis quelqu'un de un Non, provincial assez simple. Moi, non, j'aime les gouvernances simples. Non, Donc, moi, je suis plutôt sur quelque chose d'assez simple, d'assez lisible et pas trop fragmenté. Oui, on n'a pas bien compris. Non, on n'a pas bien compris, parce que simple, pas fragmenté, lisible, vous voulez une vraie direction qui a le pouvoir. Ouais. Un bras armé, vous dites dans votre rapport. Donc c'est pas une task force. Clairement, ce que je pense, Oui, c'est dites-le que quand vous êtes vraiment... C'est pas arbitré encore, donc c'est pas moi qui vais vous faire une annonce aujourd'hui. Mon sentiment, c'est que... En général, on fait des annonces au contrepoint de la santé, Denis. Il n'y en aura pas là-dessus. Je vous donnerai mon sentiment de manière générale, c'est que quand vous prenez tous les secteurs d'activité du numérique, dans tous les secteurs d'activité, santé, transport, éducation, chaque fois qu'on arrive à structurer une politique de numérique et une politique de transformation numérique, au-delà de grands principes, il faut avoir capacité à faire, c'est-à-dire d'avoir un vrai bras armé effecteur. Ma croyance profonde, c'est ça. Le bras armé effecteur, pour moi, ma conviction profonde, c'est qu'il ne doit pas tout faire, il doit créer cette logique de plateforme. Donc cette vision-là, pour moi, elle me paraît incontournable. Le comment précis entre la ZIP, la D6, la DGOS, la CNAM, la répartition des rôles, les ARS, les grades, c'est ces choses-là qui, dans le détail, doivent être articulées, Mais le bras armé, c'est qui? proposées. C'est plutôt l'État, si on vous comprend bien. En tout cas, quelque chose qui soit... Au niveau de l'État, il faut un bras armé D'accord. autour du numérique. Ça me paraît Ça, c'est évident. clair. Un bras armé. À Toulouse, on sait faire de la politique. Renaud Degas. Alors Renaud, les questions du public, du monde entier. Oui, le monde entier s'intéresse à ça. Justement, à propos de monde entier, il y a une question sur laquelle vous avez répondu par l'exemple dans votre clinique, mais est-ce que lors de la préparation de votre rapport, vous avez regardé où en étaient les autres pays, on va dire développés, sur ce développement à la fois de l'espace numérique en santé du côté patient, mais aussi des bouquets de services pour les professionnels? Ça, c'est une première question un peu comparative. Il y a une deuxième question qui n'est pas celle de la gouvernance, mais qui est celle de la porte d'entrée. Aujourd'hui, l'assurance maladie a pris la main sur le DMP et sur Amélie.fr, qui pousse très fort auprès des assurés, ce qui est une vraie porte d'entrée numérique en santé. Est-ce que demain, la plateforme doit être relié, connecté, intégré à ce service, ce déjà bouquet de services de l'assurance maladie qui existe? Ça, c'est une deuxième question. La troisième question, est-ce que
quand on rentre dans l'espace numérique, est-ce que vous le concevez aussi quelle est la place en gros des outils préventifs qui vont aider à la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas uniquement aux malades, et là, voir la question juste précédente avec l'assurance maladie, mais est-ce que avec cet espace-là, on s'adresse à tous les citoyens, y compris dès la prévention primaire, ou est-ce qu'on ne s'adresse qu'aux malades? Deux dernières questions rapides. Odile a parlé de la motivation pour les personnes âgées de rentrer dans le numérique, qui est la santé. On pourrait poser la même question sur les professionnels de santé. Quelle est la motivation, le sujet motivant les professionnels de santé à rentrer dans la démarche numérique? Et enfin, une question plus technique, donc ça fait pas mal de points, sur est-ce que l'arrivée de la 5G peut-être booster cet espace numérique? 5 questions. Alors, comparaison internationale. Comparaison internationale, ça fait partie du benchmark pour étudier. Il y a pas mal de pays qui ont avancé sur cette vision on va dire, de pouvoir public plateforme pour pouvoir héberger un certain nombre d'applications. Il y en a dans les pays du Nord. Moi, je pensais qu'aux États-Unis, parce que je connais bien, par exemple, la Cleveland Clinic, qui est une clinique de référence dans le monde en matière de numérique, je pensais qu'ils étaient très en avance sur les questions d'interopérabilité. En fait, ils ne sont pas si en avance que ça. À nos portes, vous avez des pays en Europe, vous avez certains pays de l'Est qui ont bien avancé sur le sujet, certains pays du Nord. C'est en train de se construire dans d'autres pays et je pense que c'est vraiment faisable de s'inspirer de ces modèles-là. Je vous ai cité Bilbao qui est une province. Alors certes, c'est moins compliqué que d'urbaniser le numérique en santé en France, mais c'est quand même un embryon d'une vision des choses qui me paraît être assez naturelle pour nous aussi. Alors, rapidement, rappelle-nous. La question sur le rôle de l'assurance maladie. Oui, et Amélie, comment ça? Alors, dans l'espace numérique de santé, en fait, l'idée, c'est que pour le citoyen français, il est rassemblé dans un même endroit, dans un même espace numérique, un ensemble de services, dont Amélie, dont le DMP, dont des outils de prévention primaire, dont des outils de prévention secondaire, dont des outils de coordination de parcours. L'idée, c'est de le rassembler au même endroit, y compris les briques existantes développées par l'assurance maladie. Et donc, dans cette idée d'espace numérique de santé, c'est de franchir, comme ce qui a été dit tout à l'heure, une étape supplémentaire, mais en capitalisant sur l'existence. C'est-à-dire, moi, je ne crois absolument pas à l'idée de dire, allez, on rase tout, on détruit tout ce qu'on a construit jusqu'à présent, on repart de zéro. Je ne crois pas à ça. Je crois, comme je le dis depuis le début, sur une capitalisation de briques existantes qu'on continue à enrichir, mais dans un espace cohérent. Et donc le DMP, Amélie seront à l'intérieur de l'espace numérique de santé et l'assurance maladie, au travers, on va dire, de tout son réseau, sa capacité à adresser les usagers au travers d'Amélie, de services, au travers des caisses primaires, etc., au contact des gens, effectivement, c'est un acteur majeur du développement des services numériques aux citoyens, c'est évident. Prévention. Prévention, ça doit être dedans. L'accès à l'information de santé, on a dit tout à l'heure, on peut aller sur Google, sur plein de sites, mais quelle est la bonne information référencée? Il y a aujourd'hui des projets, santé.fr. Santé.fr doit être à l'intérieur, mais s'il est à l'intérieur de l'espace numérique de santé, il faut qu'ensuite, dans la mesure où il y a des données qui peuvent être personnalisées, on peut lui trier les informations en fonction de ses pathologies, plutôt qu'il se retrouve sur le web directement. C'est cette vision-là qui permet de capitaliser sur des choses déjà en cours. Le levier pour les professionnels de santé, pour accélérer le mouvement? Non, mais clairement, enfin, pour côtoyer les professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, ce qu'ils veulent, c'est passer du temps avec leurs patients, c'est consacrer du temps aux soins, à l'empathie. Et donc le numérique doit être là pour les aider, pour simplifier leur travail, pour leur faire gagner du temps. Tant qu'on sera dans un système qui est fragmenté, avec des logiciels qui ne communiquent pas entre eux, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à satisfaire les professionnels de santé. Pascal, il y a 2 sujets qu'on n'a pas abordés, et vous avez commencé par là votre rapport, c'est l'éthique et l'intelligence artificielle. Il nous reste 5 minutes pour parler de tout ça. Est-ce que l'éthique, vous abordez donc dans votre rapport par l'éthique, oui. Évidemment c'est fondamental. Est-ce qu'en France, il y a un risque au niveau de l'éthique, Magali Léo, Antoine Relais, comment vous répondez à ces questions fondamentales sur l'éthique? Oui, vous parlez assez peu d'intelligence artificielle dans votre rapport. D'abord l'éthique. Là encore, je pense qu'il y a un sujet autour de la gouvernance et de ce que l'on souhaite, de l'encadrement. Là, je pense qu'il y a c'est le rôle de l'État aussi de définir un cadre, de définir un cadre avec toutes les parties prenantes, avec les représentants d'usagers, avec les professionnels de santé. Mais pour vous, est-ce qu'il y a aujourd'hui, la France est assez bien protégée avec le RGPD, il y a la CNIL. Est-ce que vous pressentez qu'il y a vraiment un risque sur les données de santé, par exemple? Oui, alors je pense qu'il y a
là, à travers l'espace numérique en santé, on a beaucoup abordé l'approche du numérique à travers les services logiciels. Mais l'un des enjeux aussi majeurs du numérique, c'est le recueil des datas, le recueil des données patients. Et aujourd'hui, on le voit bien, il y a plusieurs plateformes, plusieurs services qui sont en train de se développer, et notamment des services développés par des associations comme Renalou et d'autres qui développent des plateformes justement pour recueillir dans un cadre éthique exigeant et en tout cas conforme aux objets statutaires sociaux des associations, pour recueillir cette donnée dans les meilleures conditions et en toute confiance. Donc les associations sont, à mon avis, ont un rôle actif et positif à jouer, important justement pour encadrer et assurer le patient que ce recueil des données se fera dans leur intérêt. Il y a beaucoup d'enjeux financiers aussi sur ce sujet. Il y a beaucoup d'enjeux financiers autour des données de santé, effectivement, que certains cherchent d'ailleurs à monétiser. Donc c'est là aussi qu'on voit, et c'est très bien d'ailleurs que des acteurs privés interrogent, poussent à nos pouvoirs publics, et la CNIL en particulier, à élaborer une doctrine là-dessus, à affiner sa doctrine sur la protection des données de santé. Moi, je pense que, et ça fait maintenant presque 12 ans que je travaille pour une association de patients, je pense que le salut il viendra aussi de la part de celles et ceux qui sont les premiers intéressés et qui doivent aussi s'approprier ces outils-là dans le cadre éthique qu'elles-mêmes vont définir. Donc il y a à la fois une responsabilité de l'État, mais il y a aussi une responsabilité des usagers et des associations qui les représentent. Antoine ? Je pense qu'il faut effectivement qu'on s'interroge vraiment sur l'éthique dans le numérique. C'est souligné dans votre rapport et c'est vraiment très intéressant. Après, il faut aussi qu'on soit formé à cette éthique. On a été formé à l'éthique en général, mais l'éthique numérique, ça pour l'instant, c'est pas encore dans notre formation et c'est vraiment... il faut qu'on soit formé au RGPD aussi, parce on pense souvent au matériel informatique directement, mais par exemple, il n'y a pas très longtemps, dans une clinique lyonnaise, ils se sont rendus compte que les matériels de radiologie, ils stockaient les données, les datas, et que c'était pas sécurisé. Et ça, c'est des points de vigilance qu'il faut garder en tête. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui ? Quels sont les garde-fous ? Mais clairement, il y a un risque. On parle de l'éthique des données, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données de santé. On voit bien qu'il faut définir un cadre de valeur à la française, sécurisant, dans un cadre de confiance pour les usagers et les professionnels. L'éthique des algorithmes, les algorithmes d'intelligence artificielle qui un jour peut-être décideront eux-mêmes des diagnostics sans qu'on ait la main dessus. Il y a aussi l'éthique des pratiques avec le numérique en santé. Est-ce que c'est éthique, par exemple, qu'une infirmière sur son ardoise soit concentrée sur son écran plutôt que d'être dans l'empathie avec son patient ? Pour moi, ce qui manque aujourd'hui, le cadre est bien réfléchi, il y a un comité national, il y a des comités qui se créent partout, on a une matière grise impressionnante en France autour des concepts de l'éthique. Ce qu'il faut, c'est franchir le cap, encore une fois, du pragmatisme du terrain, en donnant aux usagers, aux professionnels, des outils très simples de sensibilisation, de formation aux enjeux de cette éthique du numérique. Et sur les data, sur les big data notamment ? Clairement sur les data et sur les pratiques et sur les algorithmes d'intelligence artificielle notamment. Voilà, l'intelligence artificielle pour conclure. Est-ce que ça va révolutionner pour vous ? Est-ce que c'est un levier très important ? Est-ce qu'il y a des risques dont il faut se prémunir ? Ou est-ce que c'est un outil en plus pour mieux travailler ? Vous en parlez assez peu dans votre rapport, moi je trouve. Enfin, en fait, je suis désolé, mais je suis d'accord il y a un enjeu de souveraineté gigantesque pour les pays de développer une stratégie autour de l'intelligence artificielle. Il peut y avoir des bouleversements considérables et de modèles de société, même d'enjeux de civilisation autour de l'intelligence artificielle. Ce que je crois, et à nouveau, c'est ma vision des choses, c'est de dire bien sûr qu'il va y avoir le Health Data Hub, la construction d'algorithmes, mais il faut aussi que sur la base, sur le terrain, déjà on fasse les premières briques du numérique en santé en France, avec en vue, en perspective, tout ce qui va se passer autour de l'intelligence artificielle, du big data, mais ayons l'humilité de comprendre que sur le terrain, il y a encore beaucoup de choses de base à construire. C'est la troisième mission, l'intelligence artificielle, que vous a confiée la ministre. Comme très clairement, le troisième point, c'est sur l'intelligence artificielle. Oui, avec l'équipe de Jean-Marc Aubert et de Stéphanie Combe, qui a à sa charge le Health Data Hub. D'ailleurs, dans sa lettre de mission, la ministre vous dit bien, centrez-vous également sur, n'oubliez pas plutôt, les rapports entre l'hôpital et la ville Open, c'est ça, Open, 420 millions, dit-elle, qui ont été investis dans votre rapport. Vous devez également vraiment améliorer, faire des propositions pour améliorer les liens ville-hôpital.
Vous avez l'impression que Oui, il y a des programmes de financement là, qui est sorti là, ces jours-ci, qui s'appelle Hôpital Open, là, qui est une nouvelle déclinaison d'Hôpital numérique, qui a été un plan d'ailleurs qui a beaucoup aidé la transformation numérique des hôpitaux depuis une dizaine d'années. L'idée de Open, c'est d'apporter une nouvelle vague de transformation numérique et d'aider les hôpitaux à se transformer. Et si vous regardez bien le détail de Open, il s'inscrit dans une vision d'urbanisation, bouquet de services, espace numérique de santé, pour rendre les choses cohérentes. Et à nouveau, on est dans la même logique, c'est qu'il faut fédérer le collectif, fédérer les acteurs dans un cadre commun, dans une éthique, un cadre de valeur aussi qui soit commun. Vous avez le sentiment, c'est moi je pense ma dernière question. On va conclure. Vous avez le sentiment que la CNAM gère bien le DMP. Le directeur est venu nous voir il y a peu de temps. Il nous a assuré que ça allait marcher. Une dernière question facile. Dans les faits, aujourd'hui, il y a des ouvertures de DMP, il y a une vision vraiment volontariste des choses. Le travail est fait sur le terrain parce qu'on voit que la partie immergée de l'iceberg, mais sur le terrain, on nous demande, nous établissements, nous professionnels, de développer des interfaces pour alimenter le DMP. Aujourd'hui, c'est la partie compliquée, c'est-à-dire qu'il faut construire cet outil, l'alimenter, alors qu'on ne le voit pas encore en termes d'usage. Mais vraiment, il faut le faire. Et moi, je pense que la CNAM était l'opérateur idéal pour porter ça. Merci. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous avez sur les épaules un poids absolument extraordinaire? Vous dormez bien la nuit? Parce que tout dépend de vous maintenant, là, je veux dire. Et clairement, le poids, il n'est pas sur mes épaules, il est sur nos épaules à tous. Oui, c'est un honneur d'être... Parce que Philippe a dit c'est un honneur. Moi, je ne suis pas sûr que ça soit un honneur d'être... C'est une charge, en tout cas. Bon. En tout cas, mais... Vous êtes content? J'en suis heureux, oui, bien sûr. Et alors, c'est un travail à temps plein pour vous? En fait, aujourd'hui, avec Laura Letourneau, qui est ma copilote sur le sujet, moi, j'ai souhaité garder, parce que c'est ma culture, ma façon de ressentir les choses, un ancrage terrain. Donc, je fais un mi-temps entre mon établissement de santé que je dirige et cette mission de développement stratégique du numérique. On vous donne rendez-vous à la fin de l'année, alors, quand toutes les propositions seront faites. Merci, merci Dominique Pont, merci Magali Léo, merci Antoine Redonnet, merci Pascal. Et puis, j'ai une petite question pour toi. Voilà, qui a dit? Non, c'est pas qui a dit. Moi, il y a un grand spécialiste de politique, puisque c'était André Siegfried. Voilà, je donne la réponse, qui est professeur à Sciences Po, le grand professeur de Sciences Po, qui disait, donc je le cite, la technologie est mère des grandes entreprises et grand-mère de l'intervention étatiste. J'ai trouvé que c'était la phrase du jour. On va y réfléchir. Merci à nos partenaires, BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et donc rendez-vous le mois prochain. Merci.